Bonsoir et bienvenue dans Majuscule Propos. Ce soir, on va retourner dans le temps. On sera avec Général Babacar Fall qui était parmi les observateurs militaires au sein de la mine noire. Et maintenant, on va le recevoir pour qu'il puisse tout d'abord nous reparler de sa décision, de comment il s'est retrouvé au Rwanda, comment il a été déployé au Rwanda. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de m'inviter. Oui. On va voyager dans le temps pour parler de capitaine, si vous permettez. Capitaine, parce qu'il y a 31 ans, à l'époque de votre mission ici au Rwanda, vous étiez capitaine. Pourriez-vous nous parler de votre expérience militaire, comment vous êtes retrouvé, déployé au Rwanda? Effectivement, si on retourne dans le temps, il y a 31 ans, j'étais capitaine quand j'étais déployé ici au Rwanda. Maintenant, le grade de capitaine ne sort jamais du néant. C'est-à-dire qu'il faut remonter encore un peu plus pour voir mon engagement dans l'armée. Avant de venir au Rwanda, j'ai servi dans l'armée nationale. Après ma formation, d'abord, après le bac, j'ai fait l'université. Après l'université, j'ai répondu à l'appel patriotique des armes et je me suis engagé, j'ai fait le concours des cadets officiers, comme vous l'appelez, concours des élèves officiers. J'ai été recruté pour aller faire ma formation au Maroc. Donc après 3 ans, je suis rentré au pays et à partir de là-bas, effectivement, j'ai commencé à servir. Je suis de l'arme blindée cavalerie. Et j'ai fait mes humanités et été un peu partout, déjà entre sous-lieutenant et capitaine. J'ai totalisé déjà beaucoup d'opérations, que ce soit en Casamance ou bien même dans le cadre du nord du pays. Et ce qui est un peu, en fait, le côté, c'est pas bizarre, voilà, mais le côté contraste de mon déploiement au Rwanda, c'est qu'après 3 ans passés en Casamance, dans d'intenses opérations, l'état-major a pensé me récompenser en m'envoyant au Rwanda pour un repos. Pourquoi? Parce que la mission d'observateur militaire supposait en fait des activités un peu relaxes, où vous êtes là, vous surveillez un cessez-le-feu sur la base d'accord entre les parties, et qui vous permettent d'aller et de venir avec des jumelles. Vous observez, vous vous rendez compte. C'est moins difficile que mener des opérations. Mais c'était sans compter avec les péripéties de la vie par rapport à ce que nous réservait le Rwanda. Quelles étaient votre impressions, donc les premières impressions quand vous êtes arrivé? Mais justement, quand je suis arrivé, j'avais une idée que, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes entre l'ethnie Tutsi et l'ethnie Hutu. Mais j'ai débarqué au Rwanda le 4 août 1993. C'est la date de la signature des accords d'Arusha. Le contingent sénégalais était composé de 30 éléments. C'était des observateurs militaires. Donc c'était tous des officiers. Il y avait un lot de 20 qui était déjà là depuis le 27. Et le deuxième lot dont je faisais partie est arrivé ici le 4 août. Quand on est arrivé, c'est quelques éléments de ce lot-là qui nous ont accueillis à l'aéroport pour nous dire vous tombez bien parce qu'on vient de signer un accord de cessez-le-feu. Et donc tous les problèmes auxquels nous on était confrontés, vous avez la chance peut-être que vous n'allez pas être confrontés à ça. Et donc, déjà à partir de l'aéroport, c'est un grand sentiment d'espoir qui nous habitait. On nous a conduits tout de suite à Bouchogo. C'est très loin d'ici. Oui. On a dépassé Ouengeri et puis on est arrivé à Bouchogo. On n'était même pas très loin de Gisenyi en fait. C'était un ancien camp agricole. On nous a installés là-bas. Mais le lendemain, on nous a fait un briefing pour dire voilà la situation qui prévaut. Il y a de temps en temps des tueries, des exactions contre la population. Et puis suivant les zones,
Voilà, donc, par rapport à ça, peut-être qu'il fallait faire très attention, des consignes générales. Et voilà comment on a commencé. Maintenant, le lendemain matin, on a fait un tour un peu pour sortir du camp, voir un peu Bouchogo. C'était mon premier contact avec la population rwandaise. J'ai aperçu des gens sur la route, portant des fagots de bananes. J'ai aperçu des gens qui travaillaient. J'ai aperçu des gens debout. J'ai vu parler avec quelques jeunes. C'était mon premier contact, mais sans pour autant me faire une idée réellement de ce qui nous attendait. Oui. Alors là, donc vous êtes arrivé en 93. Et tout d'abord, si on peut revenir exactement, parce que vous n'êtes pas arrivé en tant que observateur de la Minoire, vous étiez dans l'organisation de l'Union africaine. Pourriez-vous nous parler de cette transition? La mission de l'Union africaine, c'était de veiller aux accords de cessez-le-feu et de surveiller le cessez-le-feu de manière à ce qu'aucune partie ne viole le cessez-le-feu. Et donc le premier groupe était là déjà en 92 jusqu'en 93. Et nous sommes venus faire la relève du deuxième groupe, GOM 2. La relève avait tardé d'ailleurs parce que les gens devaient être relevés depuis février. Et la relève a finalement arrivé en juillet. Mais n'empêche, ces gens ont continué la mission de monitoring du cessez-le-feu, de surveillance du cessez-le-feu. Et quand on est arrivé, effectivement, après Bouchogo, on nous a déployés. Et moi, j'étais déployé à Kinihira. En plus de surveiller le cessez-le-feu, nous avions comme mission d'organiser les réunions pour la mise en œuvre des accords d'Arusha. Alors, par rapport à vos responsabilités, quelles étaient exactement les responsabilités de la mission qui vous étaient accordées? Bon, maintenant, quand nous sommes arrivés en octobre 1993, on a reçu une délégation de l'ONU qui est venue en reconnaissance et on était très heureux que l'ONU prenne le relais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'ONU, c'était beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus d'écho par rapport à tout ce qui était fait en marge de la loi et des droits de l'homme. Et donc, ça avait beaucoup de plaisir qu'on a accueilli cette ONU. Et nous, du coup, on nous a reversé dans l'ONU et on a fait ce qu'on appelle le rehatting. Changement de béret à Kinihira. On est passé du béret blanc de l'OUA au béret bleu de l'ONU. Mais la mission est restée la même. Surveiller le cessez-le-feu et amener les parties à appliquer les accords d'Arusha. Dans les mêmes zones, donc. D'accord? Oui. Et même, c'était la même responsabilité, même mission, et dans la même zone. Oui. Non, c'est tout le Rwanda. C'est-à-dire que c'est entre le gouvernement, amener le gouvernement et le FPR à appliquer les accords d'Arusha, parce que les accords d'Arusha stipulaient qu'il fallait un partage du pouvoir entre le gouvernement et le FPR. Ça signifiait accepter des ministres issus du FPR et accepter des députés issus du FPR. Oui. C'était aussi simple que ça. Oui. Mais la mise en œuvre n'a jamais été possible. Et voilà pourquoi, effectivement, de crise en crise, de défiance et autres, de ratés, nous sommes arrivés à la situation du 6 avril où l'avion du président a été... Et donc, quand on parle des mois, des semaines précédant avril 1994, quels signes avez-vous remarqué que la communauté internationale aurait dû prendre en compte pour prévenir le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994? Effectivement, on l'a dit, on l'a redit. Et pendant le génocide, j'ai été muté au niveau de l'état-major de la force comme aide de camp du général Dallaire. Mais avant cela, nous avions des équipes déployées avec le général Dallaire. Nous étions sur le terrain. Quand on a basculé dans la Minoire, nous sommes venus à Kigali. J'étais dans l'équipe qui était déployée à l'aéroport. Nous avions un Sénégalais qui était responsable du renseignement. Nous avions un Sénégalais qui était responsable du suivi des émissions radio.
nous avons un Sénégalais qui était responsable des rotations de l'aviation. Il y avait d'autres postes, mais je vous cite des postes où nous avions des Sénégalais. Mais c'était des postes clés, où on avait l'information et tout, et on avait le partage de ce qui était dit au niveau de l'état-major. Et ces gens-là étaient vraiment tellement professionnels qu'ils ont pu régulièrement renseigner la mission sur l'évolution de la menace. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la mission a alerté l'ONU. C'était déjà en janvier 1994. Il y a un câble très célèbre du général Dallaire qui a alerté l'état-major pour leur dire il y a un massacre à grande échelle. On ne pouvait pas parler de génocide en ce moment. On disait tout juste qu'il y avait un massacre à grande échelle qui se prépare et que si on ne prête pas attention, ça va être très douloureux. Et par rapport à cela, le général Dallaire disait peut-être la bonne solution serait d'augmenter les effectifs de la minoire maintenant. Il lui a été répondu que la mission est une mission d'observation qui agit dans le cadre du chapitre 6 et qui n'a pas mandat d'utiliser les armes, encore moins de s'engager dans des opérations de combat. Il avait les mains liées. Effectivement, le mandat était très clair par rapport à ça. Et il ne pouvait pas outrepasser les termes du mandat. Cela n'a pas empêché d'alerter et d'essayer de voir à chaque moment l'évolution et de dire voilà là où nous en sommes. Voilà l'état de préparation. Et à un moment donné, on a eu la sensation qu'effectivement, les gens sont en train, sans compter qu'ils sont en train de se préparer. Mais en fait, il y a une planification des massacres qui est en cours. Oui, général, donc à l'époque, on est en 1994, il y a Dallaire qui alerte et il y a une réponse que le mandat ne fait pas partie de faire les opérations, il y a juste observation et c'est très clair, donc on revient sur le choix. Quand il y a l'alerte et après il y a le génocide qui commence, qu'est-ce que vous avez vu et à quel moment avez-vous compris ce qui se passait? Pourriez-vous nous en parler? Oui, maintenant, d'abord, il y a eu des massacres ça et là que nous sommes allés constater. Des villages tout entiers qui sont massacrés. Du jour au lendemain, on a l'alerte, on part. En tant qu'observateur, on constate, on fait le rapport. Ça, c'était déjà très douloureux pendant que nous sommes là. On a commencé à reconsidérer et, en plus, dans Kigali, de temps en temps, on avait des assassinats. Et après, on se rend compte que, peut-être, parce qu'à un moment donné, les gens ont signalé même des caches d'armes, ici, que le général Dallaire voulait aller chercher. Et quand on a fait le point de tout cela, on a senti qu'on était dans une situation tellement tendue. Et ensuite, en plus de tout cela, le gouvernement tardait à se mettre en place. Chaque fois qu'on avait une réunion pour mettre le gouvernement en place, ça tardait. Chaque fois qu'on avait une réunion pour mettre le gouvernement en place, ça tardait. Et la date du 6 avril, c'était vraiment le dernier délai, deadline, que les gens devaient accorder au président quand il est allé en réunion pour qu'effectivement qu'on aille vers la mise en place du gouvernement. La suite, vous la connaissez, le président n'est jamais revenu vivant. D'accord? Oui, bien sûr. Alors maintenant, dès le 7 avril au matin, l'ONU a demandé à tous ces éléments de rejoindre. Mais comme on a dit, il y avait presque une planification des tueries, l'ampleur des tueries, déjà le 7 avril, a fait que l'ONU a jugé qu'elle ne pouvait plus protéger ses propres éléments et a demandé à se retirer. Mais ce n'est pas venu spontanément. Vous savez que le 7, les 10 Belges qui gardaient Mme Agathe ont été tués au camp Kigali.
Ils ont été enlevés devant la maison d'Agathe avec Agathe et ils ont été tués au camp Kigali. Tout de suite après, l'opinion nationale belge ne pouvait plus supporter ça, a mis la pression pour que la Belgique retire immédiatement son contingent. Et la Belgique a dit à l'ONU, je romps le contrat entre nous, je retire mon contingent. Et comme nous tous nous comptions sur le contingent belge pour la protection de la mission, si le contingent belge se retire, le seul contingent ghanéen qui nous restait ne pouvait pas protéger la mission. L'ONU a ordonné un downsizing, une réduction de la mission. C'est-à-dire que de 2500, nous devions passer à 250. On a dit de maintenir seulement 10%. On dit nécessaire personnel. Les personnels jugés clés. Et voilà. Donc, par rapport à ça, effectivement, maintenant, tous les observateurs étaient libres de se désengager. Tous les observateurs que nous étions. Le contingent ghanéen ne pouvait pas se retirer, il avait la mission de continuer à protéger. Mais les observateurs ghanéens qui étaient avec nous et nous, observateurs francophones qui étions là, les Sénégalais, les Togolais, les Congolais, on était libres d'être désengagés en Europe. Alors, vous faisiez partie de plus de 210 casques bleus qui sont restés lorsque beaucoup d'autres ont été retirés. Qui a motivé personnellement votre décision? Et aussi, si vous permettez de nous parler de votre groupe, parce qu'il y a d'abord le choix personnel, comme le choix quand vous avez rejoint le service militaire. Alors, à cette époque, à ce moment, la Belgique se désengage. Et vous, personnellement, et votre équipe, c'était quoi la motivation? Bon, d'accord. D'abord, je vous ai dit qu'on est arrivé ici en juillet-août 1993, jusqu'en avril 1994. Nous avons eu le temps de tisser des relations, beaucoup de relations avec les Rwandais, nonobstant le fait qu'ils soient Hutus ou Tutsis. Mais après, nous nous sommes rendus compte aussi que être une victime persécutée dans son pays, nous ne connaissions pas ça au Sénégal. Et effectivement, ça nous faisait très mal de voir que du jour au lendemain, celui-là que tu connais ou celle-là que tu connais peut être tué par le seul fait qu'il est né Tutsi. D'accord? Deuxièmement, à un moment donné, ce sont nos frères qui étaient là. Même si c'est nos frères qui massacraient nos frères, mais nous sommes tous africains. La relation que nous avons entre nous peut ne pas être la même que les relations que les autres. Le regard que nous pouvons avoir en tant qu'Africains vis-à-vis d'autres Africains peut être différent du regard que d'autres peuvent avoir vis-à-vis des Africains. Même si quelque part, on sait que les Africains massacrent beaucoup plus, peuvent massacrer beaucoup plus leurs propres frères que d'autres Africains. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Mais la décision est venue de notre passé vécu. Nous avions, au moment où on venait au Rwanda, on avait déjà 13 ans d'insurrection en Casamance, où nous étions confrontés à au même problème, à la même situation, où nous avons eu des villages de temps en temps brûlés, des gens de la population sur lesquels tu peux dire la peur tous les jours. Mais l'autre facteur, c'est que nous ne réfléchissions pas en tant que soldats sénégalais, militaires sénégalais. Nous réfléchissions en tant que militaires. Vous savez, le militaire, quand il est quelque part, il doit rassurer. Le militaire est là pour la protection de l'intégrité du territoire et la protection des populations. Donc quand vous passez, la population qui est autour de vous doit se sentir en sécurité. Tant qu'il est là, au moins, tant qu'il n'est pas mort, je suis en sécurité. Et pourtant, et c'est ça en fait, l'état d'esprit général
qu'il y avait dans le contingent sénégalais. Et sur les 29 Sénégalais, 25 avaient décidé de rester. Les 4 autres ne pouvaient plus revenir parce qu'ils étaient déployés un peu dans les frontières, vers Gatuna, et donc finalement on les a exfiltrés à travers l'Ouganda ou la Tanzanie pour rejoindre Nairobi parce qu'ils ne pouvaient plus revenir, parce que les lignes étaient fermées. Les gens se battaient derrière eux. Ouais. Mais tout le reste a décidé de rester. Et c'était une décision individuelle. Et je crois comprendre qu'effectivement, quand vous regardez de près, c'était par rapport à notre culture de soldats sénégalais, par rapport à ce que nous avons vécu et par rapport à ce que nous croyons en tant que responsabilité de l'armée. Et donc vous et vos collègues avez aidé à protéger le stade Amahoro, l'hôtel des 1000 collines. Quelle était la situation dans ces lieux? D'abord, le 7. Nous avons pu tout de suite ramener, parce que déjà le 7, par exemple, si nous prenons le cas du capitaine Baïdiagne, le 7 au matin, il avait déjà commencé ses opérations de secours. Parce que le capitaine Baye avait dormi chez un collègue sénégalais, M. Daf, qui travaillait au PNUD. Et la maison de Daf faisait face à la maison de Mme Agathe. Et comme quand la veille, nous avons communiqué, je lui ai dit, voilà la situation, et les gens avaient commencé à se battre dès que l'avion a été touché. On a convenu, en fait, il m'a dit, bon, je vais dormir ici jusqu'à demain, c'est plus sûr. Et c'était bien heureux qu'il ait pris cette décision, parce que le lendemain matin, il a pu observer les gens venir récupérer Mme Agathe et arrêter les 10 militaires belges. Dès qu'ils sont partis, il est rentré, il est sorti, il est rentré dans la maison d'Agathe, encore de sa propre initiative. Il a trouvé ses 2 enfants cachés. Il les a récupérés, il les a cachés chez DAF. Là, quand il m'a dit, parce qu'on était au téléphone, parce que nous, on était chez nous bloqués aussi. Et il m'a dit, j'ai averti les gens de l'alerte. Et les gens de l'alerte lui a donné un canal spécial de communication. Il a donné un indicatif spécial de communication. C'est là où il a caché les enfants de Mme Agathe sous les cartons vides des rations de combat qu'on mangeait, parce que depuis presque 2 mois, on mangeait des rations de combat. Il a pu traverser les lignes tranquillement en négociant, parce que la situation peut-être n'était pas toute. Les gens n'avaient pas le temps de mieux organiser leurs lignes et leur roadblock. Et donc il a pu atteindre l'hôtel 1000 collines et cacher les enfants au sous-sol. C'est après que la mission a organisé une mission secrète pour récupérer les enfants et les amener à l'aéroport. Et Mbaye a pu conduire des enfants en sécurité jusqu'à l'aéroport et les mettre dans un avion. Déjà le 7. Ouais. Nous, le 7, pour partir de chez nous, déjà moi le 6, on avait la famille qui était avec nous à Kouchikiro, vers Bralirois. On avait pu sauver la famille et les mettre chez nous, dans notre maison. Et quand la situation a commencé à dégénérer, les familles qui ont été à côté ont commencé à taper sur le grillage des grilles qui nous séparaient. On a ouvert la grille et les gens sont rentrés. Et avant 12 heures, on avait 49 personnes dans notre maison. On a fermé les portes. Mais comme on ne savait pas, et effectivement, les gens interrombaient, ils ne savaient pas en ce moment exactement quoi faire avec l'ONU, on a joué sur cette chance. Nous avons pris le drapeau qui était sur la Jeep, on a fermé la porte de la maison et on a hissé le drapeau au-dessus de la maison. Et nous, on s'est mis en tenue avec le béret bleu devant la porte de la maison. Juste pour signifier aux gens que ça, c'est un domaine de l'ONU et qui devait être interdit d'accès à qui que ce soit. Oui. Et quand ils sont passés, ils ont dit, oui, nous sommes les maîtres ici, on va tuer tout le monde. Et dit, bon, je pense que ce n'est pas une bonne idée de tuer tout le monde, parce que si vous tuez tout le monde, vous allez diriger des arbres. Oui. Mais après, avant 14 heures, à 10h30, 11h, l'ONU a donné l'ordre à tous les observateurs, là où ils sont, de se diriger à Mangoro.
Nous, on leur a dit, on a un problème parce qu'il y a 49 civils qui sont dans notre maison. On a déjà eu 3 vagues d'interventions qui sont passées parce que les gens leur ont dit qu'on cachait des gens dans notre maison. Mais ils n'ont pas encore la conduite à tenir par rapport à ça. Mais si on quitte, ils vont les massacrer. Oui. Et ils nous ont dit à 12 heures, si vous ne quittez pas, avant 15 heures, ce qui vous arrivera, ce ne sera plus de la responsabilité de l'ONU. Et quand on parle de l'ONU, ça veut dire l'ordre venait directement... Il dit, prenez tout ce que vous pouvez amener et rejoignez Amaoro. Tout le monde. Quittez là où vous êtes. Ok. Personne n'est en sécurité, vous n'êtes plus en sécurité, quittez. On savait qu'on n'était plus en sécurité. Contingent et aussi observateur, tout le monde ensemble. Non, le contingent était déjà déployé. Ok. Il assurait des sécurités des key points. Donc c'est différent, des observateurs. Les observateurs devaient rejoindre. On a dit, on a des gens qui sont chez nous, mais nous, observateurs, tu n'es pas armés. Tant que ton béret et tes jumelles. Mais le fait de se mettre en bouclier nous exposait également. Et pire, on n'était plus protégé par l'ONU. On nous aurait tués en ce moment. Ce ne serait pas la responsabilité de l'ONU parce que l'ONU avait déjà demandé à ce qu'on rejoigne. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que d'autres Sénégalais qui suivaient à la radio ont décidé d'eux-mêmes de quitter Amaoro, de venir à Kuchikiru avec des véhicules vides, nous récupérer avec nos réfugiés. Ils ont envoyé 3 véhicules. Parmi les gens qui étaient réfugiés chez nous, il y avait un qui avait une pick-up. Ça nous faisait 4 pick-up. On a ramassé tout le monde, on l'a mis dans les pick-up. On a rejoint le stade. Avec tout le monde, avec les 49. Les 49, le stade Amaoro. Quand on a rempli les pick-up, il restait 8 qui ne pouvaient pas embarquer. On a pris un observateur sénégalais qui s'est porté volontaire pour rester avec eux. On est parti avec les 4 pick-up. Quand on est arrivé au stade, une pick-up est revenue pour récupérer les 8 et le Sénégalais et l'observateur sénégalais qui était resté. Et c'est ce jour-là qu'on a commencé déjà, avec cette idée, à commencer à remplir le stade Amaoro. On est arrivé, on a mis, et de la même manière, tous les autres qui sont revenus, ils sont repliés, ils ont pu replier avec des gens qui fuyaient un peu et qui étaient dans les quartiers environnants, vers Remera et autres. Tous les gens qui pouvaient fuir, on est allé les recueillir pour les diriger vers le stade. Et donc, avant le 9, déjà le 7, le 8, on avait à peu près 6000 personnes dans le stade. Après, les chiffres ont commencé à augmenter, parce qu'au fur et à mesure des combats, les gens pouvaient les rescapés pouvaient venir, et à un moment donné, vraiment, le stade était plein. Oui. Alors, à quel moment, là, maintenant, parce que c'est une suite logique de choix, à quel moment avez-vous senti, est-ce qu'il y a d'abord un moment où vous avez senti l'intensité des enjeux et risques? Non, tout de suite après, avant le truc de l'avion, on sentait. Et c'est ce qu'on appelle, dans les crises, il y a une analyse qu'on fait et qu'on appelle un déclencheur. Dès que l'avion a été abattu, dans beaucoup d'analyses militaires, pour beaucoup d'analyses militaires, c'était un déclencheur. Oui, alors là, si vous permettez, parlant directement, vous évacuez les gens au stade Amaoro, et il y a ceux qui est-ce que c'était un choix personnel ou bien il y avait une autre chance pour toujours quitter? À ce moment-là, quand on est arrivé au stade, est-ce qu'il y a une évacuation qui vous a marqué ou bien qu'est-ce qui vous a marqué alors à ce processus quand vous êtes arrivé au stade? Non, d'abord, le choix le plus difficile, c'était de dire on ne quitte pas sans les réfugiés qui sont avec nous. Le plus facile était de respecter les ordres de l'ONU, d'y quitter, de laisser les gens. Parce qu'on se mettait en danger. Effectivement, à ce moment, les gens pouvaient nous tuer et les tuer les trucs. Comme j'ai dit, ils n'avaient pas encore de solution. Donc avant 15 heures, on avait dit avant 15 heures, oui. Ce qui va se passer après. Est-ce que c'était avant 15 heures? C'était à quel niveau que tout ça s'est passé? C'était avant 15 heures? C'était avant 15 heures, non. C'est vers 15 heures que les Sénégalais sont venus. Nous, on restait là-bas jusqu'à 15 heures. Hein. On a évacué les gens vers 16h, 16h30. On est resté là-bas jusqu'à 15h, on attendait. C'est un moment que certains camarades ont dit, écoutez les gars,
tenez, on va venir vous chercher. À la radio, on a dit, ben, c'est très bien. On a dit, il faut combien de pick-up? Le gars dit, bon, nous, on n'a que 3. J'ai dit, venez avec les 3 déjà, après on verra. Il y a une pick-up qui est là. Oui. Et c'est à partir de ce moment qu'on a venu. Maintenant, pour vous dire qu'on était en danger, quand nous sommes sortis de la maison, avec les gens embarqués, entre Kouchikiro, Bralirwa, je ne sais pas si vous savez là où c'est. Oui, oui. Vous descendez la route et vous tombez sur la route qui vient de la ville. De la ville, centre-ville. OK? Et qui remonte pour aller à l'aéroport. À partir de là-bas déjà, quand on a fait le virage, on a commencé à trouver des corps qui étaient tués. Et en contrepartie, il y avait une station d'essence. On trouvait des corps empilés. Et donc, les gens avaient commencé les massacres depuis très longtemps. Et donc, ils allaient effectivement, par exemple, la maison qui est à côté de nous, et dont on a sauvé les gens, la famille. Les gens sont venus, ils ont tiré dans la porte, ils ont pris le véhicule du gars, et ils ont tiré dans la maison, ils ont mis le feu. Parce qu'ils ne trouvaient pas des gens à l'intérieur de la maison. Ils ne savaient pas par où ils étaient passés. Oui. D'accord? Oui. Parce que la porte qu'on avait ouverte pour les faire passer, on a fermé ça avec des grillages. Donc ils ne pouvaient pas savoir que les gens étaient... Donc, et ils ne les ont pas vus sortir parce qu'il y avait des indicateurs. Donc à partir de ce moment, effectivement, on était tous dans une situation où... Voilà. Et quand on est arrivé, effectivement, il y a eu un peu... C'est-à-dire que les massacres avaient commencé. Et on a commencé à mesurer l'ampleur maintenant des tueries le lendemain, le 8. Non, pas le 8, mais le 9. Parce que le 9, on a dit, bon, attends, on entend des tirs. On ne savait pas si c'était le combat entre le FPR et l'armée gouvernementale. Mais après, on a entendu des tirs dans Remera, dans tout. Donc, on savait que les gens ne se battaient pas. Oui. Donc, c'était des gens contents de tuer peut-être. Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup qui ont été tués silencieusement à la machette et au gourdin. Et quand on s'est levé le 9, on est sorti d'Amaoro pour voir un peu quelle est la situation. Quand on prenait à partir de chez Lando, on a pris de chez Lando, on a dépassé tout juste le stade d'environ 100 mètres. On a arrêté, on est revenu parce qu'on a dénombré 70 cadavres. 70 corps qui jonchaient le sol. Mais pire, on a vu dans des maisons, au début c'était des piles. On pensait que c'était des sacs de charbon. Après qu'on s'est rendu compte que c'était des corps qui étaient empilés. Je m'excuse, je ne devrais pas peut-être aller dans ces détails, parce que c'est très atroce. Mais si je vous dois dire, on a mesuré l'ampleur, on est obligé de temps en temps de toucher un détail de cette ampleur. Et c'est là qu'on a compris, on est revenu, et c'est là qu'on a commencé même à insister avec la mairie pour récupérer tous les corps. Oui. En parlant alors de ces détails, pouvez-vous nous raconter, nous décrire l'écart entre le mandat des Nations Unies au Rwanda à l'époque et la réalité du terrain que vous viviez? D'accord. Vous savez, après le Rwanda, j'ai fait beaucoup de missions des Nations Unies. Après, je me suis retrouvé à l'état-major des Nations Unies à New York, où mon équipe faisait partie des gens qui rédigeaient les mandats. Quand j'ai revu le mandat de la MINUAR, qui était sous le chapitre 6, mission d'observation, où on observe le cessez-le-feu et on rencontre. On comprend l'ordre qui a été donné par New York en ce moment de ne pas intervenir, parce que ce n'était pas le mandat. Et le mandat est dicté par le Conseil de sécurité. Mais dans les circonstances du terrain avaient fait que l'état-major a écrit pour dire voilà dans quelle situation nous sommes, voilà ce que nous pouvons faire. La seule solution en ce moment, c'était de changer le mandat des Nations Unies et de nous inscrire au chapitre 7 et de renforcer les forces pour arrêter le génocide. Mais si vous prenez le temps que ça prend pour monter une opération des Nations Unies, même que dans le cas d'un changement de mandat,
ça fait 6 mois. C'est une administration très lourde. Et en 100 jours, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui. Il a fallu 100 jours pour que la FPR, effectivement, prenne en charge la mission et d'arrêter le génocide. Donc du coup, on ne peut pas totalement blâmer les Nations Unies. On a dit downgrading, c'était peut-être pas une solution. Et que la solution peut-être serait été d'avoir un contingent alternatif aux Belges pour venir en renfort aux Ghanéens pour essayer de sauver quelque chose. Mais les Ghanéens, eux seuls, ils ont pu sauver ce qu'ils ont pu. Mais si on avait un deuxième contingent, ils auraient pu sauver autant que les Ghanéens. Et peut-être les chiffres auraient beaucoup plus baissé. Oui, parlons surtout des chiffres. De votre point de vue, que pensez-vous que l'ONU aurait pu faire différemment pour sauver davantage de personnes? Par exemple, quand en janvier, le général Dallaire a commencé à sentir la situation et par rapport à ce qu'il a sous la main, son impuissance à arrêter ce qui allait se passer, il a effectivement demandé qu'au moins, même si c'est une mission d'observation, qu'on renforce les effectifs. C'est-à-dire qu'il y ait un autre bataillon. C'est en ce moment que nous, on lui avait suggéré. Parce qu'en ce moment, on s'était rendu compte que les Américains avaient positionné du matériel militaire en Ouganda. C'était du matériel qui était initialement déployé pour une mission de lutte contre l'Ordre of Resistance, okay, qui était le mouvement de rébellion de Kony, qui était en Ouganda. Oui. Alors, on va faire comme une réflexion pour parler. Donc, quel message adressez-vous à ceux qui continuent de nier le génocide contre les Tutsis, ou bien à le banaliser? Bon, vous savez, je vais terminer par rapport à la prévention qu'on aurait pu faire. Oui, bien sûr. Quand le général a demandé, on lui a dit aujourd'hui au Sénégal, si vous demandez à l'état-major, je suis sûr qu'on peut vous fournir d'ici 1 mois un contingent de 800. Et c'est des gens qui sont déjà bien préparés, ils peuvent utiliser le matériel qui est là. Et si vous avez un contingent sénégalais de 800, en plus des Ghanéens et des Belges, vous pouvez faire quelque chose. Et si effectivement le contingent était déployé, même avec le départ des Belges, les gens auraient pu faire quelque chose. Mais comme je vous ai dit, l'ONU est une administration très lourde. Les gens ont commencé à réfléchir sur ce qu'il fallait faire jusqu'au déclenchement du génocide. Après, il fallait gérer le génocide. Ils l'ont géré dans les conditions que nous tous connaissons. Et malheureusement, pendant les 100 jours, chaque jour, il y avait des morts, il y avait non, c'était pas chaque jour, c'était chaque minute. Chaque minute, chaque seconde. C'était chaque minute qu'il y avait des morts. Et on sentait qu'il y avait des morts. Nous, on a perdu des gens qui sont très proches. Hein. Oui. C'est-à-dire que des familles qu'on connaissait avant, qu'on fréquentait. Oui, on évolue sur le 7, même après le lendemain du 7-8, tu passes dans une maison, tu trouves du sang, tu ne trouves plus les personnes. Parce que l'objectif, nous, c'était d'aller traverser, on a traversé des lignes, on a trouvé des barrages, mais ça ne nous a pas empêché d'aller jusqu'à la maison où on connaissait les gens. Et des collègues, est-ce qu'il y a combien de collègues avez-vous perdu? On a perdu, non, en fait, on a perdu le capitaine Baïdjaï. Oui. Pourriez-vous nous partager un petit témoignage sur le capitaine? Oui, mais je vais effectivement... Vous savez, je vous ai dit tout de suite qu'il a commencé le 7. Oui. Mais déjà, à partir de Mille Collines, nous, quand nous sommes revenus de notre maison, on a libéré, on a amené les 49 au stade. Pendant que le véhicule retournait pour chercher les 8, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai une famille qui est à Remera. C'est une dame et son enfant de 8 ans. Elle a appelé, elle est dans sa maison, mais les gens se battent dans son quartier.
J'ai dit, effectivement, je connais la dame. Est-ce que tu peux aller la chercher? Et il dit, oui, je vais y aller. Et donc, je suis ressorti avec le deuxième véhicule qui allait chercher les 8 qui étaient restés à la maison. On a fait un chemin ensemble et je suis rentré dans les Méras. J'ai récupéré la dame et son enfant et je les ai amenés au stade. Mais encore une fois, là-bas, les gens se battaient. Quand nous sommes arrivés, vers 19h, le général Dallaire est venu nous dire, il est descendu, il dit, j'ai 2 observateurs militaires du Mali, ils sont dans tel quartier. Si on ne va pas les chercher, demain on peut les considérer morts parce que les gens se battent chez eux. C'est un Sénégalais qui s'est levé, il dit, non, je sais là où ils habitent, je vais y aller. Je lui ai dit, mais je t'accompagne. Effectivement, on est parti dans le quartier. Les gens se battaient. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui tiraient. On a récupéré les 2 camarades, on est arrivé, on a pris leur bagage, on court, on s'est rentré dans des véhicules, on a démarré, on est arrivé ici, Dieu merci, on est arrivé sauf. Ouais. Quand le général Dallaire nous a vu arriver, il est redescendu, il a dit, c'est une mission que je ne pouvais pas confier à quelqu'un parce que le mandat ne me le permet pas, d'exposer la vie des observateurs. Mais je savais que si je le dis, les Sénégalais vont aller les chercher. C'était déjà un très bon reconnaissance de l'action des Sénégalais. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure, on a été exposé régulièrement. Alors, on a perdu un autre camarade de l'Uruguay, Major Sosa, à qui je rends un grand hommage. Parce que Major Sosa, on a partagé une patrouille à un moment donné vers janvier, où on a été à Guisséni. De Guisséni, on a fait la piste de Kibouye jusqu'à Tchangougou. On est sorti pour rendre compte de la situation, de ce qu'on voyait déjà sur le terrain. Il a été tué pendant qu'il partait à Rwandguéry. Et il était avec un autre Bangladeshi qui était vraiment très gravement blessé. On a eu régulièrement, par contre, des blessés. Oui. Maintenant, pour en revenir au cas du capitaine Baye Diagne, donc dès le 7, voilà déjà quelqu'un qui, à partir de 1000 collines, sans compter qu'il sauvait des gens autour, mais avait beaucoup de contacts à l'intérieur du pays, où il disait, il y a tel, et signalé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand, à partir du 7, je suis passé, moi, aide de camp du général Dallaire. Et donc, j'étais à l'état-major. Et le seul téléphone satellite qui marchait, c'était sur mon bureau. Parce que c'est là où on avait le téléphone satellite pour discuter avec le général, pour recevoir le général, pour lui permettre de parler de temps en temps à New York, et tout ça. C'est sur ce téléphone que beaucoup de personnes appelaient pour dire j'ai de la famille à tel endroit, j'ai de la famille à tel endroit, j'ai de la famille à tel endroit. Pour toutes les familles qui étaient dans le secteur de 1000 collines jusqu'à Nyamirambo, vraiment je transmettais à Mbaye Diagne. Je disais, ah mon cher, il y a telle adresse. Lui aussi, chaque matin, il sortait avec son véhicule dans des patrouilles. Il est arrivé au détour d'une patrouille d'avoir un signalement ou d'avoir un truc, ou bien les gens qui étaient cachés à l'hôtel 1000 collines parvenaient à avoir une information et lui filer ça pour dire il y a telle famille qui est à tel endroit, telle famille qui est à tel endroit. Il s'organisait pour aller voir la famille, récupérer la famille et traverser les barrages. Maintenant, il avait une manœuvre, une tactique bien particulière. Mbaye Diagne, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui bénéficiait beaucoup de sa paye à l'ONU. Parce que quand on le payait, il achetait beaucoup de cigarettes, beaucoup de vin, et il gardait beaucoup de monnaie avec lui. Pourquoi? Parce que dans les barrages, il voyait des gens qui sont fatigués, des gens qui sont là peut-être
sans savoir vraiment pourquoi, endoctrinés, drogués. Et pour passer les barrages, soit ils donnaient un paquet de cigarettes, de temps en temps ils donnaient une bouteille de vin, de temps en temps ils donnaient 10 francs rwandais ou 100 francs rwandais ou 1000 francs rwandais. Ça permettait, quand il part, il fait ses gestes, au retour, les gens ouvraient les barrages sans vérifier son véhicule. Et chaque fois qu'il avait des gens, comme il avait la tactique, depuis des enfants de gâte, il mettait des gens, il leur mettait des sacs. Ou bien il amenait quelques attributs de l'ONU. Il mettait les gens, il le mettait une veste de l'ONU, une casquette de l'ONU, il le plaçait derrière et puis il roulait. Mais en général, les gens ne l'arrêtaient plus. Et c'est comme ça, avec ce stratagème, qu'il est parvenu à sauver plus de 600 personnes. D'accord? Oui. Et chaque fois qu'il les amenait à Mille-Collines, chaque fois qu'il avait la possibilité, il faisait aussi le parcours qu'il faisait, parce qu'il avait une piste dérobée qui pouvait nous amener jusqu'à l'aéroport. Il parvenait à faire ce parcours et à amener les gens. Il signalait à l'état-major. On avait un autre Sénégalais qui était aussi de liaison. Oui. Et les gens parvenaient toujours à mettre dans les avions qui allaient à Nairobi des gens qu'on sauvait pour désengorger un peu l'hôtel. Parce que sinon, on n'allait pas avoir de la place. Oui. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au jour de son décès, en fait. Et parallèlement, il cherchait des liaisons. Par exemple, les gens qui étaient à Maoro et qui avaient leurs parents de l'autre côté, ils écrivaient les lettres et Mbaye déposait les lettres à l'état-major du gouvernement rwandais qui transmettait aux parents pour leur dire vos parents sont vivants, ils sont cachés à Maoro. D'accord? Et donc, du coup, même chose, il faisait la même chose aussi avec les gens qui étaient à l'hôtel Mille-Collines. Il ramenait des lettres des gens qui étaient là-bas pour les transmettre à l'officier de liaison qui était avec nous et qui transmettait ça aux parents pour dire « Ah, je suis encore vivant, je ne suis pas mort ». Et puis ça donnait de l'espoir aux familles et ça permettait de faire une connexion. Et malheureusement, le jour de sa mort, quand j'ai récupéré son gilet, j'avais trouvé 18 lettres qui étaient là-dedans, trempées dans du sang, et que j'ai remis à l'officier de liaison. J'ai dit, ah, voilà, dis à ces gens de récupérer ces lettres. Ils vont se remémorer de Mbaye Diagne, parce qu'au moins il était dans la mission de les aider au moment où il a rencontré la mort. Oui. Merci beaucoup, Général. Et maintenant, quel message? On entre dans la phase de conclusion de notre conversation qui était très intéressante. Quel message adressez-vous à ceux qui continuent de nier ou bien de banaliser le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994? Maintenant, vous savez, il y a les faits. Après, il y a l'interprétation. Ceux qui interprètent les faits vont le faire suivant un certain angle. Mais souvent, c'est un angle qui les arrange. Ou bien souvent, c'est un angle qui leur permet de faire quelque chose. Maintenant, par contre, il y a un adage de chez nous qui dit on ne peut pas nier ce qu'on a vu. D'accord? Et comme je vous ai dit, le premier jour, le 7, quand nous sommes sortis, avant d'arriver au stade Amaoro, on ne peut pas compter le nombre de morts qu'on a vus. Quand après 12 jours, nous sommes sortis, on n'a pas osé compter le nombre de morts qu'on a vus. Quand depuis lors, chaque fois qu'on venait vers ici, on ne pouvait pas compter le nombre de morts qu'on a vus. Tous ces morts avec une seule identité, c'était des Tutsis. C'est quand plus tard qu'on a eu la définition du génocide. Parce que jusque-là, on parlait de massacre à grande échelle. Mais quand on a vu la définition du génocide et les gens qui étaient ciblés dans ce génocide, ça répondait parfaitement au génocide contre des Tutsis. Parce que même, pourquoi on a tué les Hutus modérés? Parce qu'ils avaient une connexion avec les Tutsis. Donc on ne s'est pas arrêté seulement à l'ethnie, mais tout ce qui touchait à l'ethnie, tout ce qui avait une connotation, une connexion avec l'ethnie, devait être éliminé. Je vous donne une anecdote.
quand j'étais avec l'OUA, on m'a chargé d'amener une sœur vers Kuchikiro. Si vous descendez, un peu en contrepartie, je pense qu'il y a une maison des sœurs là-bas. Et devait rejoindre la maison pour s'installer. On m'a dit de l'escorter, donc je l'ai mis dans ma Jeep et je suis parti. Mais j'étais seul. Quand je me suis garé, il y avait 3 éléments qui étaient pas loin de la porte. D'accord? Il y a un qui avait un gourdin, un qui avait une machette. L'autre qui semblait être le chef n'avait rien. Et au moment de franchir la porte, j'ai entendu quelqu'un dire derrière moi, Ignezi. Comme j'ai dit, j'avais eu le temps de faire 4-5 mois dans la nature là-bas, dans la campagne entre Kinihira, Bushogo, Giseni et partout. Et donc je connaissais le mot Ignezi, ce que ça signifiait. Et tout le danger qu'il y avait à porter le nom Ignezi. Je suis rentré dans la maison des sœurs. Quand la sœur s'est installée, je suis sorti pour partir. Le groupe est passé à 8. Il y a 3 qui avaient des gourdins, 3 qui avaient des machettes, un qui avait un pistolet, un qui avait un fusil de guerre. Je ne suis pas monté dans mon véhicule, je suis allé chez eux, directement les voir, je dis, messieurs, peut-être vous êtes sur le point de commettre une grosse erreur. Moi, je suis sénégalais, donc je ne peux pas être Ignezi. Ils m'ont dit, oui, mais ils vous ont infiltré, donc ils vous ressemblent tous, donc on ne sait pas. Je dis, d'accord, mais ce n'est pas des êtres surnaturels quand même. Quand je vous parle, vous savez, je dis, oui, bon, maintenant que vous parlez, on sait que vous n'êtes pas rwandais. Il dit, est-ce que je peux partir? Je dis, oui, vous pouvez partir. Je suis parti. Un deuxième élément, un Sénégalais, qui avait des traits. Bon, quand vous prenez les Peuls de chez nous, c'est des Tutsis. Je dis c'est des Tutsis parce qu'ils ont une ressemblance extraordinaire. Vous allez chez nous aujourd'hui, les gens vont parler Peul. Vous vous rencontrez, vous parler Peul parce que vous vont parler tout couleur. Parce qu'il y a une ethnie au Sénégal qui déteint carrément sur les Tutsis. Et on avait dans le contingent des gens qui étaient comme ça. Quand après Bushogo, là on a commencé à comprendre l'ampleur de ce qui nous attendait. Quand nous sommes partis à Bushogo, on a dit on fait un tour à la ville la plus proche, c'était Giseni. Quand on est parti à Giseni, on passait les gens qui ressemblaient, et dont le gars là dont je te parle, les gens ont commencé à s'écarter. Et on a commencé à voir des militaires, beaucoup plus de militaires s'approcher de nous, parce que les gens avaient des traits et les gens pensaient que c'était des Tutsis. Il y a des gens qui ont refusé de leur vendre quoi que ce soit. Juste comme on a expliqué, on a compris qu'on était en danger, on a compris l'ampleur de la situation, on est rentré rapidement et on a dit aux gens, bon voilà. Et donc ce gars-là, on l'a pris, il avait les traits, on a pensé que c'était un parent de Kagame. Il y a une patrouille qui voulait l'arrêter à l'intérieur même de 1000 collines. Il a fallu l'intervention du capitaine Baïdiagne, qui a alerté l'état-major, et que l'état-major était au courant de ce gars-là. Il lui a dit, toi tu ressembles à Kagame, il ne faut pas te promener seul. Mais pourquoi nous on nous a ciblés? Parce qu'on avait des ressemblances avec des Tutsis. Et donc aujourd'hui, tous les gens qui ont eu cette ressemblance et qui ont eu des connexions avec des Tutsis étaient une cible. Et on n'a pas demandé quoi que ce soit pour les exterminer. Chaque fois que c'était possible, les gens les ont exterminés. Nous, si c'était possible, effectivement, ils allaient nous exterminer. On allait perdre la vie comme ça. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de leur dire, et en leur parlant et en me voyant de plus près, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, je ne suis pas rwandais. D'accord? Oui. Et ce jour-là, c'est ce qui m'a sauvé. Mais j'aurais été rwandais, c'était fini pour moi. Oui. Et donc, aujourd'hui, celui qui veut nier, il est libre parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de penser. Mais quand on a vu ces camions chargés de corps dans une procession quotidienne, parce qu'on avait demandé à la mairie à un moment de récupérer les corps, les gens ont sorti les prisonniers pour mettre les corps sur les camions et les amener. Et ces prisonniers, pire, ils étaient assis sur le corps en train de boire de la bière. C'est-à-dire que ce manque d'humanisme, par rapport à ce qu'ils transportaient, ils n'avaient aucune sensibilité. Et pourtant, tous les corps qu'on transportait, il n'y avait aucun Hutu là-dedans. C'était des Tutsis. Et donc, quand on parle de génocide, c'est parce qu'on vise
une ethnie et qu'on décide de l'exterminer. Oui. Et c'est ça là, donc ça rentre dans tout. Pour conclure, Général, ayant été témoin de ce que vous avez vu, quelles leçons le monde devrait-il tirer en matière de maintien de la paix, d'intervention et de prévention des génocides? Vous savez, il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été tirés du Rwanda au niveau des Nations Unies. Peut-être que s'il y a une organisation qui a le plus tiré d'enseignements par rapport, c'était l'Organisation des Nations Unies. D'abord, le secrétaire général Ban Ki-moon l'a reconnu. Il a dit, nous avons reconnu avoir échoué au Rwanda. Nous avons reconnu avoir échoué à Srebrenica. Nous avons reconnu avoir échoué en Somalie. Mais ces trois échecs ont amené l'ONU à convoquer un grand colloque qu'on appelle HIPO. OK? High Independent Panel on Peace Operation. D'accord? Quand ils l'ont convoqué avec le rapport de Brahimi, il a dit nous ne pouvons plus continuer à faire les opérations de maintien de la paix comme on l'avait conçu en 1945, en 1947 quand on créait l'ONU. Les choses évoluent, la menace évolue. Maintenant, on a de plus en plus de guerres intra-étatiques que des guerres inter-étatiques. Donc, par rapport à ça, si on doit envoyer les gens en opération, il faut qu'on puisse être en mesure de protéger et la mission et de protéger les gens que la mission est censée protéger. C'est de là est sorti le concept de R2P, Responsibility to Protect. Et c'est à partir de là-bas que l'ONU a conçu des missions robustes. Et donc voilà, donc ces enseignements ont permis au moins à l'ONU, quand elle est déployée, d'être en mesure de protéger les gens et de ne plus se dérober. D'accord, face à la menace, elle avait de quoi faire face à la menace et agir suivant les règles internationales. Ouais. Donc voilà. Alors maintenant, vous êtes au cours d'une visite, 31 ans après. Quelle est votre impression par rapport à l'image de cette capitale, la capitale de Kigali ou bien le Rwanda, il y a donc en termes de reconstruction, parce que maintenant le pays s'est reconstruit, a changé. Quel est votre point de vue en termes de ce que vous voyez sur terrain aujourd'hui, 31 ans après, pour clôturer et donner un message à ceux qui nous suivent par rapport à votre choix? Je suis en train de faire rapidement parce que le temps nous fait défaut. Ok, mais merci beaucoup. En fait, 31 ans après, c'est vrai, mais j'ai eu l'occasion de revenir. La première fois que je suis venu, en 2010, après 1994, je n'avais rien reconnu. Je suis revenu ici en 2018. Après, je suis revenu en 2020. Après, je suis revenu en 2022. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est déjà cette résilience du peuple rwandais. Déjà, beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui se sont réveillés sans aucun parent autour, les seuls membres de leur famille. Ils ont décidé de tenir, d'être debout et de se préparer. Souvent, on ne l'évoque pas assez. L'Afrique a un problème de gouvernance. Si vous voyez tous les moyens qu'on a en Afrique et qu'on a des problèmes pour gouverner, pour se développer, parce qu'il y a un problème de gouvernance. Mais les gens qui étaient là étaient liés par quelque chose. C'est la souffrance commune qu'ils ont eue d'avoir perdu des éléments, des êtres très chers pendant des génocides et des êtres qui n'avaient commis comme faute que d'être des Tutsis. Et tout était à reconstruire, et tout était en chantier, et tout était urgent. Et avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, si vous prenez le Rwanda, 31 ans après, le rythme de développement atteint par le Rwanda, c'est un record dans le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui ait pu enregistrer des progrès aussi larges en termes de développement en 31 ans. Mais cela nous donne l'idée qu'en Afrique, on peut réussir en tant qu'Africain sans l'aide de qui que ce soit, en ayant confiance en nous-mêmes et en s'organisant
mais dans la discipline, dans l'engagement. Il y a un mot qui revient souvent dans des propos des Rwandais. Vous parlez de front patriotique, armée patriotique, de type patriotique. Ce patriotisme, si on le définit, et on voit dans les termes de référence du patriotisme, avec une gouvernance très éclairée, il n'y a rien qui soit impossible. Et nous sommes en train d'entrevoir, effectivement, le Rwanda continue à être une locomotive pour les autres peuples africains en matière d'affirmation de souveraineté, en matière de leadership, en matière de gouvernance. Et que Dieu préserve le Rwanda, que Dieu préserve la paix, et effectivement, et qui nous donne l'occasion de ne plus jamais revivre ce qui a été vécu en 1914. Merci beaucoup, Général Boubacar Faye, pour cette conversation importante. On vient de voyager pendant 31 ans et on revient aujourd'hui pour un témoignage. On vous remercie pour votre temps. Je vous remercie et je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis. Vraiment, merci pour votre attention. Et je m'excuse pour des détails qui ont pu choquer d'une manière ou d'une autre. Mais comme j'ai dit, pour rétablir la vérité historique, on était obligé de toucher à ces détails. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui étiez à notre rendez-vous de Majuscule Propos. On était avec Général Boubacar Faye qui était observateur militaire au sein de la Minoire en 1994 pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il vient de nous partager ce qu'il a vécu et maintenant il nous partage son point de vue sur le Rwanda 31 ans après ce qu'il avait vécu pendant le génocide. À très bientôt. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. D'ici là, portez-vous bien.